Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être ici. Alors on va commencer tout de suite. Donc STEM, S-T-E-M, S-T-I-M en français. Ce sont des mots qui résonnent, qui fonctionnent bien dans les réseaux, qui fonctionnent bien dans nos langages, dans les cercles professionnels, et on va comprendre pourquoi c'est si important. STEM, S pour science, T pour technologie, E, I pour ingénierie et M pour mathématiques. On va tenter de vous apporter des réponses dans les 40 prochaines minutes avec nos 4 invités ici. Je suis Amel Kefif, directrice générale de l'association Elle Bouge. Merci beaucoup. Merci. Elle Bouge, c'est une association qui fait la promotion des filières et carrières de techniciennes et d'ingénieurs dans les industries et la tech. C'est une association qui compte 11 000 marraines qui ont tout un background de STEM et qui témoignent de leur parcours exceptionnel, de leur métier passionnant dans des industries stéréotypées masculines. C'est une association qui a été créée par une ingénieure et qui est présidée depuis 3 ans par 3 ingénieurs, donc les unes à la suite des autres. Sur cette table ronde, on va répondre à plein de questions sur la place des femmes dans l'industrie, l'économie, l'innovation, quels sont les besoins de professionnalisation également, quels sont les besoins sociétaux et pourquoi. La responsabilité de chacun et chacune jusqu'aux plus hautes sphères. Et je vais citer Chiara Corazza, que je connais depuis plusieurs années, qui a mené au G20 en Inde cette problématique du manque de filles dans ses carrières scientifiques et ses filières académiques de STEM, entre autres. Et qui a d'ailleurs tellement mené ça à bien que le G20 a décidé que les STEM étaient la clé de tout. Et donc c'est à partir de ce point-là que la construction stratégique des plans du G20 est construite, et on le sait, avec un manque de femmes dans tous les postes aujourd'hui, que ce soit des postes, si on parle en France, des bacs pro jusqu'au bac +5, +8, il est nécessaire de faire quelque chose. Et donc là, on va comprendre pourquoi on a moins ou, à la rigueur, 24% de filles dans ces filières STEM et comment on peut y remédier. Donc, à ma table aujourd'hui, la thématique qui est « Saisissons l'instant d'une éducation STEM pour tous, les femmes à la pointe de l'innovation, de la créativité et de la recherche ». Je pense qu'on se reconnaît à peu près toutes et tous dans ces questions-là. On a donc Aline Aubertin, présidente de l'association Femmes Ingénieurs et directrice générale de l'ISEP. Bonjour. Dipti Schender, qui est présidente d'EMA et qui a tenu... Voilà, et qui est ici en tant que présidente de cette association, mais qui, comme toutes les superbes invitées aujourd'hui, est multi-casquette. Nous avons Catherine Lambert, qui est présidente du CERFAC, membre de l'Académie des technologies, présidente du Club Galaxy et ambassadrice France Numérique 2030. Bonjour. Et enfin, Catherine Ladouce, coprésidente à la commission parité au Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et présidente honoraire du Cercle Interrel. Bonjour. Donc on va partager cette table ronde en 2 parties avec 2 questions pour chacune des invités. La première à Aline Aubertin. Donc Aline, vous savez ce que sont les stéréotypes, vous en connaissez un grand rayon. La première question, c'est donc, on sait que les stéréotypes sont à l'œuvre ainsi que les biais. Malgré tous les efforts des gouvernements, des administrations, des médias, de la société civile et par-dessus tout des associations, pourquoi constatons-nous un recul du nombre des filles dans des postures de maths, sciences et scientifiques, et quelles en sont les conséquences ?
Alors c'est difficile de résumer la réponse à cette question tant elle est multifactorielle, mais comme on a peu de temps, j'avais envie de souligner essentiellement deux enjeux. Et si je prends si je regarde derrière moi depuis 30 ans, j'essaie de mobiliser les filles, de leur expliquer combien nos métiers sont passionnants. Je crois qu'on se confronte à deux écueils. Le premier, c'est la visibilité des femmes. Et je m'aperçois maintenant à la place qui est la mienne, en plus d'être présidente de l'association Femmes Ingénieurs, à la tête d'une école d'ingénieurs, je m'aperçois ô combien on parle des STEM aux filles que quand on s'adresse aux filles. Et notamment, la langue ne nous aide pas, on parle aux ingénieurs, aux lycéennes, que quand on parle à des filles. Dans tous les autres cas, en fait, on parle souvent aux garçons et les filles sont rarement visibles. Et si je prends mon cas, grosso modo, j'ai eu quatre métiers dans ma vie. J'ai fait des ventes, du marketing, des achats et maintenant de la direction générale. Et je me dis finalement, quand je parle de mon métier dans la vie de tous les jours, quand j'étais directrice des achats globales et que la petite fille m'entendait autour de la table apéritif, si je ne précisais pas, comment pouvait-elle savoir que mon équipe et moi-même, on était toutes et tous des ingénieurs, qu'on achetait des composants électroniques extrêmement compliqués et qu'on passait finalement plus de temps à discuter avec l'engineering pour trouver des solutions techniques qu'à négocier les prix, parce que finalement, ce qu'on achetait était tellement rare qu'on était déjà bien content de les trouver et qu'en fait, on ne faisait pas du cost killing. Donc voilà, ça c'est un premier sujet. Les filles, on ne les voit pas et on ne leur parle pas. Et moi, quand je discute avec mes collègues qui sont tous désespérés de trouver des filles pour venir dans leurs écoles, je leur dis, vous ne leur parlez pas assez. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est l'échelle des temps. Et on termine à l'instant, là, on termine ces derniers temps, le travail fabuleux initié par notre première ministre, une ingénieure d'ailleurs au passage, l'initiative qui s'appelle Tech pour toutes, portée par la Fondation INRIA, et un travail phénoménal qui a été fait par Nelly Audegamp pour nous faire réfléchir, nous toutes les associations, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accompagner des jeunes filles en les prenant en seconde, en les accompagnant pour qu'éventuellement elles aient envie de rentrer dans des écoles, potentiellement à bac plus 2 ou encore mieux à bac plus 5 pour devenir ingénieur, et les aider dans leur insertion professionnelle de manière à ne pas en perdre. Et dans la dernière réunion, quand on a commencé à discuter des KPI et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on réussisse, et ben moi j'ai cassé l'ambiance, permettez-moi cette expression triviale, en disant on aura réussi si on s'inscrit dans un temps long, parce que cette jeune fille qu'on va prendre en seconde, si on veut l'accompagner jusqu'à l'insertion professionnelle, eh bien il faudra 8 ans. Et la plupart du temps, nos politiques, je dirais à la fois de pouvoir public ou même les actions des entreprises s'inscrivent dans un temps qui est beaucoup plus court. 8 ans, c'est un siècle, je veux dire, dans le business et dans le temps politique. Or, une action qu'on fait aujourd'hui, si elle n'est pas tenue dans le temps, eh bien cette jeune fille, on va la perdre. Donc en fait, si je résume, le temps et la visibilité des femmes. Merci beaucoup, Aline. Merci beaucoup. On a envie de, mais non. On enchaîne tout de suite. On enchaîne tout. Donc, Catherine, elles connaissent leurs enchaînements, c'est formidable. C'est ça, la préparation. Catherine, c'est ça. Donc, bon, alors, pour résumer, donc toi, c'est le sexisme, ça te connaît. Hein. Donc, pourquoi est-ce que cela, sexisme, stéréotypes, biais, les manquements, continuent alors même que tu, entre autres, as alerté via tes différents postes professionnels et ce rapport remis? Pourquoi est-ce que ça continue? Et pourquoi l'équilibre n'est toujours pas atteint? Et sur qui on peut compter? Oui, quelle question. Bon, j'adhère tout à fait à ce qu'a dit Aline. Bon, c'est vrai, d'abord, c'est vrai qu'on est toujours sur la partie négative et c'est vrai qu'on est toujours très frustré quand ça fait plus de 30 ans qu'on travaille sur ces sujets. En même temps, je voudrais quand même saluer, je dirais, les efforts fournis. J'ai donc fondé, il y a avec d'autres femmes engagées chez IBM, il y a 22 ans, le Cercle Interrel. À 15 ans, je dirais, de notre anniversaire et au bout de 20 ans, on a vu quand même des efforts, des comités paritaires, des engagements des entreprises, des événements comme celui-là. Dire qu'aujourd'hui, c'est juste avant de répondre à ta question, c'est de dire qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé de convaincre de l'importance de la féminisation vis-à-vis de nos dirigeants et dirigeantes. Enfin, si jamais il y en a un qui n'a pas compris, vous nous le dites, parce que je veux dire, tous les réseaux féminins sont là pour expliquer le bien fondé de la féminisation. Donc ça, je dirais, il y a quand même une étape qui est forte. On a les quotas, enfin, on a tout un arsenal juridique et législatif que nous envient d'ailleurs d'autres pays. En revanche, c'est vrai qu'il y a toujours le sexisme. Et finalement, le titre alors vous savez, au Haut Conseil à l'égalité,
pourquoi finalement nous avons décidé de travailler sur femmes et numérique. Nous avons, vous savez, pour les personnes qui ne connaissent pas le Haut Conseil à l'égalité que je représente là aujourd'hui aussi, c'est une instance indépendante qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans, qui a pour mission d'alerter sur les sujets justement dans le débat public, mais surtout d'évaluer en fait les politiques publiques sur les sujets donc qui nous intéressent, et là c'est la question de l'égalité, et de faire un certain nombre de propositions au pouvoir public pour changer la donne. Donc on traite plusieurs sujets. Le dernier à défrayer la chronique a été quand même sur un sujet absolument essentiel qui est sur la pornographie. Donc on a eu, j'imagine vous avez dû voir ça dans les médias, et la commission stéréotypes et la commission parité que je préside a donc travaillé pendant quelques mois. Donc il y a pas mal de femmes dans la salle ici, dont Aline, dont Fabienne, qui ont été et Chiara, qui ont été auditionnées sur la place des femmes dans le numérique et la représentation dans le numérique. L'originalité de ce rapport qui va être présenté dans une quinzaine de jours à la ministre Bérangère Couillard, c'est qu'en fait, on se rend compte que justement, on revient sur le sexisme. On a venu analyser le contenu du numérique, c'est-à-dire les 100 vidéos les plus vues sur TikTok, Instagram et YouTube. Et le résultat est désastreux. C'est-à-dire que l'image des femmes est absolument catastrophique. Elles sont complètement invisibilisées. Pour rejoindre ce que tu dis, Aline, il y a simplement 10% de femmes créatrices des contenus vidéo parmi les 100 vidéos les plus vues. Donc vous voyez un petit peu, malgré les efforts de YouTube qui dit qu'ils font des tas de choses, etc. Bon, enfin, ceci étant, il y a une grande responsabilité des plateformes dont de ce type pour, en fait, car évidemment l'impact est énorme en termes de représentation des femmes. Et sur la filière, moi je m'occupais plus spécialement de la filière, et donc l'originalité du rapport, c'est d'avoir cette analyse entre la représentation des femmes dans le contenu du numérique. Évidemment, dans la filière, vous connaissez les chiffres, ils ont déjà été dits, mais ce qu'on s'est rendu compte, dont on s'est rendu compte dans l'analyse de toutes les auditions qu'on a faites, c'est que le fil rouge, c'était le sexisme. Et en fait, ce sexisme, ces stéréotypes qui démarrent dès le plus jeune âge dans les éducations, une éducation genrée, orientée. Les filles sont découragées, en fait, pour aller dans les filières scientifiques. Il y a une étude que j'ai découverte il y a très peu de temps, que j'ai mise au dernier moment dans le rapport, qui a été faite par Lecture Jeunesse et par le soutien du ministère de la Culture auprès des jeunes filles qui ont choisi donc des filières scientifiques. Elles disent qu'elles transgressent les normes. Elles ont vraiment le sentiment en France, or on sait que ce n'est pas une fatalité, hein, ça on le dit souvent avec Chiara Corazza. J'ai eu la chance de travailler dans un groupe international d'origine chinoise, hein, chez Lenovo, et quand je suis arrivée chez Lenovo il y a plus de 15 ans, j'ai vu plein de femmes donc dans les labs, etc. Donc en fait, le titre du rapport va être le cercle vicieux du sexisme. Donc je vais juste terminer là ce premier propos en disant une phrase d'Isabelle Collet, qui est une grande spécialiste, une chercheuse à l'Université de Genève, et qui dit: les stéréotypes, c'est comme la mauvaise herbe. En fait, ils repoussent tout le temps. Alors c'est vrai que nous, on fait toute une série d'actions dans les entreprises, on a les stop au sexisme, enfin on n'arrête pas de former, etc. Et en fait, les résultats sont là, le sexisme arrive toujours là. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment la culture de l'égalité depuis le début, depuis le jeune âge. Donc on aura, et ça on en parlera après, en effet des propositions pour l'éducation nationale. Merci beaucoup Catherine, donc on va se souvenir de ces mots. Je ne verrai plus la mauvaise herbe de la même manière. Catherine Lambert, vous, c'est les maths et la science. C'est ce qui a guidé votre vie et votre vie professionnelle, entre autres. Une question simple, mais qui revêt beaucoup d'éléments derrière. Est-ce que dans votre secteur, le nombre de femmes a évolué ? Il a évolué, mais pas obligatoirement dans le bon sens. En fait, dès qu'on a vu maths, il y a pas mal de travaux qui ont été réalisés. Enfin, moi, donc, je suis dans un domaine de tout ce qui est modélisation, simulation et calcul haute performance. Donc, ça veut dire en effet des mathématiques et puis des ordinateurs pour pouvoir modéliser et simuler ces jumeaux numériques dont on entend parler. Et donc, avec bien sûr toutes les notions d'intelligence artificielle ou de big data derrière. Donc, non, on a diminué ces derniers temps, en fait. Dans l'entreprise, je fais mon possible pour garder, on est à 20%, en fait, et je fais tout ce que je peux faire. Mais il nous manque, en fait, ces jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs qui seraient intéressées par nos domaines. Alors, on voit quand on travaille plus vers on peut travailler dans mon entreprise vers des aspects environnement, climat, météo. Là, on attire beaucoup plus de jeunes femmes. Quand on va travailler plus vers de la combustion des moteurs, de l'aéronautique, du spatial, là, c'est
plus des hommes que des femmes. Donc ça veut dire que le secteur d'activité est aussi important pour attirer des femmes vers nous. Et pour nous, c'est indispensable parce que on est une entreprise de recherche. La recherche, ça veut dire l'innovation. L'innovation, ça a été dit plusieurs fois, ça nécessite une diversité. Il y a eu beaucoup de travaux, enfin je cite souvent Frank Johansen qui a montré qu'en fait, il fallait créer un effet Médicis comme il y avait eu à la Renaissance pour apporter de la diversité. Et la diversité, ça se fait aussi... Enfin, il y a des femmes, il n'y a pas que les femmes, mais donc c'est absolument nécessaire d'avoir des femmes dans nos métiers. Donc il faut travailler sur ces différents sujets. Il y a plein de pistes qui ont été identifiées. Je ne sais pas si vous voulez qu'on cite là, les 3 pistes que... On va plutôt parler, vous pouvez évidemment, mais parler plutôt du constat, des problèmes et de la, voilà, des conséquences constat, en fait, de ne pas avoir de femmes. On est vraiment sur ce constat actuel. De la difficulté d'attirer, et lorsqu'on organise, enfin j'ai participé encore dernièrement parce que dans les écoles d'ingénieurs il y a de plus en plus de clubs qui se mettent en place pour attirer des jeunes. J'ai participé, c'était en juin dernier, là je marrainais une action vers des collégiennes, 200 collégiennes qui étaient invitées à l'ENSET ici à Toulouse, et j'ai été surprise elles étaient invitées, donc c'était déjà bien, elles étaient venues, donc elles étaient présentes, mais elles posaient énormément de questions sur leur vie d'après, si elles choisissaient un métier d'ingénieur. Donc c'est là-dessus qu'on a beaucoup travaillé et discuté. Merci beaucoup. Donc il y a une vraie peur d'être bloqué en fait après. Et la peur dans les projections du futur, ça va être la question à Dipti Schender, femme du numérique. Dipti, en quoi la non-éducation à la tech a des conséquences désastreuses sur le monde d'aujourd'hui? Que et qui dénonce-t-on exactement? Et vous allez nous donner une image du contexte numérique également en France, voire dans le monde, et quid de la fracture numérique? Merci beaucoup. Donc, merci à tous. Je suis ravie d'être là. Je pense que ce débat est sans fin depuis des années. Malheureusement, ça fait maintenant plus de 10 ans que je travaille sur le sujet de la diversité dans la tech. Et puis, en étant moi-même développeuse, je constate que les choses n'évoluent pas dans le bon sens. Je pense qu'il n'y a personne à dénoncer. Je pense que c'est un combat qui est collectif. C'est un combat à mener ensemble. L'éducation joue le rôle, je dirais, clé dans le changement. Pas le seul rôle, mais un des rôles clés dans le changement. Ce qui est important de comprendre, et ça a été répété tout au long de cette table ronde, il y a une méconnaissance des métiers liés à la tech. Vous disiez tout à l'heure femme du numérique. Moi, je me qualifie plutôt comme une femme de la tech. Pourquoi? Parce que pour moi, le numérique, tout le monde y est aujourd'hui. On utilise ces outils au quotidien, Facebook, Twitter, etc. Par contre, être dans la tech, c'est là où le changement va pouvoir s'opérer dans les métiers qu'on dit deep tech depuis tout à l'heure, l'intelligence artificielle, le cloud computing. Moi, je suis dans le cloud computing et je vois bien que tout à l'heure, il y a un chiffre qui a été donné et je n'avais pas ce chiffre en tête, je crois que c'est 14%, je crois que c'est vous, 14% dans le cloud computing. Et ben, je cherchais le chiffre depuis très longtemps, merci beaucoup. Je ne savais pas combien on était, donc maintenant, j'ai ce chiffre. Et pour la petite anecdote, j'ai tout de suite envoyé à mon manager, je lui ai dit... Pour info, on est 14%. J'étais assise là. Et c'est triste. C'est très triste. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que moi et d'autres femmes formidables et d'autres personnes issues de la diversité, parce que oui, il y a besoin de femmes, mais il y a besoin de diversité aussi, travaillent au quotidien à faire en sorte que le milieu soit de plus en plus inclusif. Malheureusement, c'est pas encore le cas. Et je pense que il faut jouer un rôle au niveau de l'éducation, et c'est tout le combat d'Emma, c'est de travailler dès le très jeune âge pour donner les compétences techniques à l'ensemble des femmes, mais aussi à l'ensemble des profils issus de la diversité. On parle beaucoup de fracture numérique pour qu'on puisse les retrouver par la suite. Tout à l'heure, je crois que c'est Aline qui a dit je ne crois pas à mettre en place des actions sur le court terme, mais plutôt sur du long terme. Et je rejoins et je reviens sur Emma, parce que
Le one-shot, pour moi, ça n'existe pas. En one-shot, on ne peut pas apprendre le français. En one-shot, on ne peut pas apprendre l'anglais. C'est sur des mois et des années en continu. Et c'est exactement la même chose pour la tech, et je parle plus précisément pour le code dans lequel moi je me situe. Un langage informatique ne s'apprend pas en 3 semaines, il s'apprend sur 2, 3, 4, 5 ans. Ça ne veut pas dire qu'en un an, on ne l'a pas découvert, on a très bien eu les bases, mais il y a une évolution, un apprentissage en continu de la tech qui est important. L'IA, j'alerte, je devrais plutôt dire, parlons de l'IA. On discutait de ça à Mel il y a un peu plus de 5 ans. J'étais sur une table ronde et je disais que d'ici 5 ans, on va avoir des intelligences artificielles qui vont être créées majoritairement par les hommes. Et c'est ce qui se passe avec l'arrivée de Gen AI. Je voulais pas faire ces prédictions-là, elles se sont avérées malheureusement justes. Mais Gen AI et l'arrivée de cette nouvelle ère de l'IA est très, très, très important. Déjà qu'il y avait un manque de diversité dans l'IA en tant que telle. Là, on parle d'une IA évoluée, donc le Generative AI. Et puis là, il y a un autre gap qui se creuse. Merci beaucoup, Dipti. Donc après ces constats, on va quand même parler des solutions et d'un autre revers de médaille. Catherine Lambert, je vous pose la question. Donc quelles sont les actions à mener pour être proactive et active pour que ça change ? Alors, je ne sais pas quelles sont les actions. Je vais vous proposer quelques pistes d'action. Quand on a travaillé, Cécile en a parlé dans la première table ronde, on avait travaillé avec Women in Aerospace à Toulouse quand on a créé le bureau sur Toulouse. Et je me suis vraiment appuyée sur ces 3 axes qu'on avait définis au départ. On avait un premier axe, c'est ce qui était de montrer des femmes modèles, en fait, pour que les jeunes femmes puissent se projeter. On avait un deuxième axe, c'était de travailler vers les jeunes, vers aider le plus jeune âge, alors en primaire et surtout au collège. On avait identifié le collège comme étant un lieu un peu important pour les prises de décision. Et le troisième axe, c'était mettre en place des mentors, des mentorats, enfin, donc avec des femmes, mais aussi des hommes qui puissent accompagner des femmes dans leurs évolutions. Et ces 3 axes qu'on a poussés dans Women in Aerospace, c'est vrai que j'ai pu le refaire dans d'autres associations. Et encore dernièrement, dans le cadre de l'Académie des technologies, nous avons mis en place des portraits de femmes, des portraits de jeunes femmes, pour montrer les différentes carrières qui étaient possibles au plus grand nombre. Merci beaucoup. Dipti, quelles sont les solutions pour l'éducation ? On en a déjà fait part avec Emma, mais comment on éduque, comment on donne le goût aux enfants de la science, de la tech, des maths, et comment on parvient à influencer les cercles autour des enfants ? Je vais vous parler d'un programme qu'on a lancé pendant l'arrivée de la période du Covid qui s'appelle Code at Home, en français Codez chez vous. Ce programme était en test pendant la période du Covid. On s'est dit, bon, voyons ce que ça donne, et on était positivement surpris. On a pu initier à travers ce programme en ligne plus de 70 000 enfants et ados. Et là, on s'est dit, on s'est pris un scale du jour au lendemain. J'étais moi-même surpris de voir que la technologie joue un rôle clé. Nous, on parle de ce qu'on fait en tant qu'association, qu'on joue un rôle clé, les collectivités, enfin tous. Mais la technologie elle-même joue un rôle clé dans l'éducation de ces jeunes-là. Et tout à l'heure, Chiara parlait de l'Inde. Donc là, on relance ce programme qui va former 1 million d'enfants et ados dans le monde d'ici les 2 prochaines années. L'Inde fait partie des pays prioritaires sur les prochains lancements. Pourquoi on fait ça ? Et c'est un programme qui continue sur 2 ans. Tout simplement, on l'a dit tout à l'heure, la connaissance de la tech doit se faire à travers de l'expérimentation pratique. C'est là qu'on comprend vraiment les métiers du numérique et de la tech. Et c'est d'où le combat. Et puis le changement sera naturellement, moi aussi j'y crois pas aux quotas, je suis pas pour les quotas, je suis vraiment pour les compétences, mais pour qu'on enlève cette histoire de quotas, il faut donner les compétences en amont. Et ça passe par donner accès à ces outils-là, la compréhension de ces outils, et puis il y a un autre sujet, c'est l'accessibilité de ces outils. C'est-à-dire que nous, on a l'avantage d'avoir accès à un ordinateur, d'avoir accès à Internet.
il y a des pays, mais il y a aussi des territoires en France où c'est pas du tout le cas. Donc, sentons-nous légitime de se dire qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Je reviens sur l'Inde parce que l'Inde, ça me tient particulièrement à cœur. Je donne souvent cet exemple. J'ai rencontré pas mal de femmes en Inde sur des territoires reculés qui n'ont pas accès à ces outils-là. Je vous assure, si on les met dans les mêmes conditions que nous, elles font des choses incroyables. Et du coup, je rappelle, et j'aimerais vous le dire, c'est que sentons-nous heureux, sentons-nous chanceux d'avoir ce qu'on a aujourd'hui et allons faire des choses incroyables pour aider la société dans la tech parce que c'est des métiers qui vont de plus en plus impacter demain. Merci beaucoup, Dipti. On a la preuve que même pendant le Covid, toucher 70 000 enfants à partir d'une idée créée et un peu de recherche, ça fonctionne. Aline, bon, j'avais dit que je reformulerais la question, mais je ne vais pas la reformuler parce qu'elle est quand même pas mal. Pourquoi est-ce que c'est grave? Pourquoi a-t-on besoin de femmes dans les sciences? Après tout, elles peuvent faire tellement d'autres choses. Ben, en fait, c'est extrêmement grave finalement. Et ça, moi, c'est comme ça que je l'aborde maintenant avec des jeunes. Je leur dis, je l'ai fait il n'y a pas longtemps là avec un groupe de lycéens, lycéennes et d'étudiants. Et je leur dis, bah, citez-moi les grandes problématiques que notre humanité a réglées là. C'est quoi les problèmes d'aujourd'hui? Alors, c'est effectivement le réchauffement climatique. Donc, il va nous falloir d'autres sources d'énergie, d'autres moyens de nous transporter. Comme c'est des jeunes, ils peuvent nous parler de cyberharcèlement, de problématiques sur les réseaux sociaux, ils peuvent parler de guerre et donc comment on se défend, etc., etc., etc. Je ne vais pas vous faire la liste. Et là, on les prend l'un après l'autre et puis je leur demande, alors voilà, par exemple, les nouvelles énergies, c'est technologique ou c'est pas technologique? Ah ben c'est technologique. La cybersécurité, c'est technologique ou c'est pas technologique? Ah ben c'est technologique. Et en fait, quand on prend pratiquement tous les enjeux que notre humanité a à gérer ou à régler, ils sont technologiques. Donc moi, je suis terrifiée à l'image d'un monde dans lequel toutes ces problématiques qui sont des enjeux très importants pour notre humanité ne seraient réglées que par des hommes. Et d'ailleurs, ils vont forcément trouver des solutions mauvaises ou imparfaites puisqu'ils ne représentent que moitié de l'humanité. Donc en fait, aidez-moi finalement à expliquer aux filles, c'est peut-être cet angle-là qu'il faut le prendre. C'est grave parce qu'en fait, par exemple dans l'intelligence artificielle, Dipti sait aussi bien que moi maintenant que l'intelligence artificielle, elle ne recrache que ce par quoi elle est nourrie. Donc demain, on va avoir une intelligence artificielle générative, donc une boîte noire dont on ne sait pas très bien ce qui se passe à l'intérieur. On ne sait que comment elle a été nourrie et si elle n'est nourrie que par des hommes, elle va recracher des solutions d'hommes et elle va devenir sexiste, raciste. Et je ne parle pas de science-fiction. On a des applications d'intelligence artificielle qui ont été stoppées parce qu'elles devenaient hors de contrôle. Donc finalement, on ne peut pas, nous les femmes, le regarder en pleurant. C'est aux petites filles de prendre leur destin en main et de se dire si c'est pas le monde que je veux, j'apprends la technologie parce que je vais le faire moi-même, quoi. Je vais mettre les mains dedans. Donc oui, c'est grave. Ouais. Ma question était bien, pourquoi est-ce que c'est grave? J'aurais dû dire pourquoi est-ce que c'est très très grave. Voilà. Catherine Ladouce, quelle solution proposes-tu au gouvernement et quelles solutions et programmes existent-ils au sein des entreprises? Alors, bon, je ne vais pas vous dévoiler tout le rapport, il va être publié le 7 novembre, vous le verrez sur le site. Mais bon, ce que je voudrais dire en écho absolument à ce qui vient d'être dit, c'est qu'en effet, il y a urgence, c'est grave, et c'est pourquoi nous demandons à ce que la question de la féminisation de la tech, je suis d'accord avec toi, de la tech, soit une priorité au niveau de l'État, autant que la transition énergétique. Parce que si on regarde un peu dans le détail, il y a eu toute une série de plans mixité. Or, aujourd'hui, on n'est toujours qu'à 17% de métiers mixtes. Moi, je trouve ça formidable, je participe au groupe de travail de Tech pour toutes, mais en effet, il va falloir attendre 8 ans et c'est 10 000 jeunes femmes. Or, il y a des perspectives de création d'emplois de 200 000.
donc à l'horizon 2030. Ce qui veut dire que on va faire des propositions déjà, je dirais, pour porter, mais au plus haut niveau, parce qu'il y a eu le rapport formidable de Chiara Corazza qui a été donc présenté il y a 2 ans maintenant, avec un certain nombre de propositions. En fait, les propositions, elles sont là. Hein, toutes les, enfin, de l'émanation des réseaux féminins, des entreprises, des politiques, de tous les experts et expertes, mais dont on se rend compte, et quand on commence justement, moi là maintenant je suis passée de l'autre côté, je dirais, du côté de l'État, on voit finalement que tout est là, mais en fait, ce n'est pas appliqué. Les cours d'éducation sexuelle et de la vie affective dans les écoles ne sont pas appliqués. Il y a des quotas qui sont inscrits, je dirais, dans la loi, au niveau de l'éducation nationale, qui ne sont pas appliqués. Donc, en fait, ce qu'on va présenter, c'est je dirais, le grand principe de nos recommandations, ça va être à la fois de passer à l'échelle toutes ces initiatives formidables qui existent, mais de vraiment qu'elles soient portées au niveau le plus haut, au niveau politique, pour qu'on aboutisse à des résultats, certes, à court, moyen et long terme. Deuxièmement, il y a toute une série de propositions. Alors, sur la partie du contenu, c'est vraiment je dirais, l'auto-évaluation des plateformes pour justement essayer de limiter les propos sexistes et les représentations caricaturées, invisibilisées et même maltraitées des femmes sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Et sur la question de la filière, un certain nombre de recommandations qui seront à la fois contraignantes, avec des obligations et avec obligation de résultats. Hein, c'est vrai qu'au niveau de l'État, nous on vient du monde des entreprises, on dit ben voilà, il faut qu'il y ait une obligation de résultats et qu'il y ait tout un calendrier d'action, des sanctions qui sont associées et adossées à ces propositions. Donc des propositions qui peuvent être en effet des quotas. Alors c'est vrai qu'il y a eu tout ce débat des quotas. Moi j'ai l'impression j'étais il y a 20 ans au Women's Forum, on parlait de l'utilité des quotas. Enfin moi je suis à fond pour les quotas, et ayant été dans des entreprises ou dans lesquelles technologiques, où si on n'a pas de quotas, on n'avance pas. Donc après, il faut savoir les mettre en œuvre, et en effet, c'est l'objectif de l'éducation et de la formation des managers. Donc des propositions qui vont porter à la fois, alors vis-à-vis des entreprises, et là qui seront certes d'obligation, mais surtout d'incitation. Il y a par exemple une proposition concernant la reconversion, d'augmenter les aides financières pour la reconversion et d'inciter les entreprises à recruter des femmes en reconversion sur le numérique. Sur Parcoursup, une bonification si les filles choisissent des filières numériques. Donc en fait, on a une vingtaine de recommandations qui sont le fruit de toutes les auditions que nous avons faites et le fruit, je dirais, déjà des recommandations qui avaient été faites par les différents rapports. Mais l'objectif, je dirais qu'on va atteindre notre objectif si réellement, alors il y a la solution, elle est en effet systémique, si en effet tout le monde se met en marche, et je pense qu'aujourd'hui, le plan Tech pour toutes est plutôt favorable de voir qu'il y a une sorte de coalition État, entreprises et société civile. Mais je pense qu'il faut des mesures contraignantes. Et si on n'a pas ces mesures contraignantes, on ne va pas avancer, car en effet, il y a quand même des résistances très très fortes. Et même si à l'éducation nationale, il y a des personnes tout à fait engagées, je pense que le nouveau ministre est tout à fait engagé sur ces questions-là, il va falloir faire énormément de travail de formation, notamment des enseignants, et de formation à la culture de l'égalité. Donc c'est quand même un combat important, et j'espère que le Haut Conseil saura mener ce combat avec sa présidente Sylvie Pierre-Brossolette, qui porte la voix du Haut Conseil avec brio dans les médias. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette table ronde. On t'applaudit. Donc le mot de conclusion, Dipti, je te laisse dire un mot, une phrase pour conclure. On a terminé le timing autorisé. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, juste pour rebondir sur ce que Catherine a mentionné, je pense qu'on est un peu dans la phase, et c'est une des questions, je rejoins une de tes questions, Amel, je pense qu'on est un peu dans la phase anciennement dite greenwashing. On en discutait de ça. Qu'est-ce qui a évolué pendant autant d'années? Et ben là, on parle des sujets diversité, inclusion dans la tech. On a besoin de plus de diversité. Mais et je compare ça au greenwashing parce qu'il y a eu pendant cette période beaucoup de discussions autour du green, l'importance d'être green, etc. Et ben en fait, c'est la même chose là. Pour moi, je compare ça à la même chose. On est dans cette phase-là. Passer cette phase-là,
je pense que les actions vont concrètement apporter leurs fruits. Mais là, c'est bien, c'est une première étape qui, depuis des années dure. Mais pour moi, je compare diversité à inclusion washing, je dirais. On est vraiment dans cette phase qui va pouvoir apporter les briques nécessaires pour basculer à du concret et à du changement qu'on attend depuis des années. Très bien. Merci beaucoup, Dipti. Catherine Lambert, votre mot de conclusion. Oui, j'aurais un mot pour les femmes, en fait, en reprenant ce que Victor Hugo disait dans Les Misérables, c'est oser, osons, le progrès en est le prix. Merci beaucoup. Catherine Ladouce. Alors, la force du collectif, qui est représentée, je crois, ici, par toutes les associations. Et moi, j'aurais juste rendez-vous le 25 janvier 2024. Nous avons, au bout de 6 ans, obtenu le collectif Ensemble contre le sexisme, dont fait partie Femmes Ingénieurs, dont fait partie Cercle Interrel, un certain nombre d'associations, ont obtenu de la part du président de la République, donc de décréter la journée officielle contre le sexisme le 25 janvier. Donc, je vous donne rendez-vous. Je vous invite dans vos associations, dans les communes, à célébrer cette journée. C'est l'an 1. Nous, ça fait 7 ans qu'on y travaille, mais enfin bon, c'est l'an 1 officiel de la journée nationale contre le sexisme. Entre le 25 novembre, les violences sexuelles, et le 8 mars, les droits des femmes. Pourquoi le sexisme? Pourquoi une journée nationale? C'est parce que justement, c'est à l'origine de toutes les inégalités, ça légitime toutes les discriminations. Et quand on est sur le domaine de la tech, c'est vraiment le fil rouge, en fait, qu'il faut absolument combattre. Donc voilà. Bravo, merci. Aline? Alors, une note positive pour terminer, en fait. Je rappelle, il y a à peine 30% de filles dans les écoles d'ingénieurs. En sortie, elles gagnent au moins le double du SMIC. Elles ne connaissent pas le chômage. En fait, il y a le plein emploi, toutes générations confondues. Elles sont très bien payées. Elles équilibrent vie perso et vie pro. Je dis souvent, quand moi j'étais jeune maman, ma vie était beaucoup plus facile que celle de ma meilleure amie qui était infirmière et je gagnais à peu près le double d'elle. Les entreprises en veulent. Donc, en fait, il n'y a aucune raison. Donc, le mot de la fin, c'est aller dire aux jeunes filles qu'elles sont désirées, que le monde a besoin d'elles et que si elles veulent changer le monde, si elles veulent résoudre le réchauffement climatique, ça sera plus efficace d'aller dans la tech que d'élever des chefs dans le Larzac. Merci beaucoup, Aline. Merci à cette formidable table ronde qui a, je pense, intéressé et suscité beaucoup d'émoi. Osons, passionnons les enfants, passionnons les filles, passionnons-nous, éduquons-nous, continuons à apprendre et à nous former, même sur nous, nos propres biais, nos propres stéréotypes, parce qu'on en a tous et toutes, on n'y échappe pas. Il faut qu'on en ait conscience pour continuer à les combattre et à œuvrer pour la culture de l'égalité. Merci.